L'affaire Cahuzac a ébranlé tout le gouvernement et même tout un pays, il faut quand même le reconnaître. Un ministre chargé de maintenir l'argent en France, de lutter contre la fraude fiscale, de reconnaître avoir eu un compte secret en Suisse, ça fait tâche et ça fait mal à la politique. Alors, grande opération main propre du capitaine Hollande. Les ministres déclarent leur patrimoine et demain, pourquoi pas, les élus locaux et pourquoi pas demain les maires, les conseillers municipaux et pourquoi pas encore demain, si on va très loin, les agents. On va en parler avec nos invités que je vais vous présenter. Tout d'abord, Mathieu Chanvillard. Salut Mathieu. Salut Tanguy. Dans un petit instant, votre édito, votre petit papier, vous allez interpeller directement Esther Sittler, par exemple. Bonsoir Esther, Bonsoir. Sénatrice UMP du Bas-Rhin. Vous avez beaucoup de choses à dire. On va parler d'une lettre anonyme que vous avez eue il y a pas longtemps. Monsieur Bottel, à côté, bonjour, maire d'Oswald, Parti Socialiste. Vous aussi, vous avez des choses à dire. Pascal Jourdan-Pfeiffer, bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Conseillère générale du Bas-Rhin, UDI. Et à vos côtés, Alain Fontanel, socialiste. Vous êtes adjoint au maire, chargé des finances, justement, à la ville de Strasbourg. Mathieu, feu. Oui Tanguy, je ne sais pas si ce débat permettra d'en savoir beaucoup plus sur nos élus. En tout cas, moi, il m'a permis de me découvrir un petit peu. Alors, je vous explique, en préparant cette émission, je confesse que je me suis découvert un côté un petit peu voyeur. Alors, je vous explique, oui, lundi, on a reçu un mail, comme dans toutes les rédactions. Fabienne Keller communiquait via son site internet sa déclaration de revenus et de patrimoine. Alors, j'ai eu beau habiter Strasbourg pendant des années, même quand elle en était maire, je ne m'étais jamais posé la question de ce qu'elle pouvait bien posséder. Mais là, du coup, avec le communiqué sous les yeux, je me suis dit, bah oui, c'est tentant, vite, un petit clic ou deux, allons voir. Et puis, 2-3 clics un petit peu fiévreux plus tard. Bon, honnêtement, un petit peu déçu. Hein. Oui, alors effectivement, il y a a priori, j'imagine tout, un demi-appartement, c'est-à-dire un appartement à moitié remboursé, quelques milliers d'euros sur différents comptes livrés. Bon, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais bon, oui, effectivement, là, rien d'extraordinaire. Hein. Ça m'a laissé un sentiment un peu étrange. C'est un peu comme quand vous passez, que vous voyez que la voisine a laissé la fenêtre de la salle de bain entrouverte. C'est pas que vous vouliez regarder, vous jetez un œil, mais il y a quand même plus de risques d'être déçu que de découvrir Shakira en porte-jartel. Ça marche aussi avec Georges Clooney ou Cristiano Ronaldo en t-shirt, hein, mesdames. Il y en a pour tout le monde. Non, il y a quand même pas mal de non-dits. En fait, ça pose quand même peut-être plus de questions qu'il y a de réponses. Par exemple, pour revenir au cas de Fabienne Keller, elle précise aussi qu'elle n'a pas de voiture. Point. Alors, oui, mais on est tenté de se demander, pourquoi ? Pourquoi pas, après tout. Et alors, effectivement, on peut se demander, peut-être qu'elle n'en a pas pour l'instant, parce qu'elle attend la livraison de son nouveau 4x4 Hummer ultra polluant. Politiquement, pas terrible. Peut-être, non, peut-être qu'elle a simplement pas de voiture du tout, parce qu'elle est plus écolo que les élus écologistes de Strasbourg. Politiquement, ça peut servir aussi, mais du coup, on sait pas. Peut-être qu'elle a plus de points sur son permis non plus, parce qu'elle grille les feux rouges devant les écoles. On sait pas, mais du coup, voilà, ça pose peut-être plus de questions que ça n'apporte de réponses. Et puis, toutes ces déclarations, il va falloir les contrôler aussi, effectivement, si ça passe ce texte, parce que, vérifier que tout ce qui est déclaré est effectivement bien là, et puis qu'on n'a pas malencontreusement oublié le compte en Suisse de M. Cahuzac, par exemple, dont vous parlez, Tanguy, il y a un instant. Puis après, le problème, c'est qu'il faudra fixer une limite aussi. On peut toujours aller plus loin. Pourquoi pas, messieurs, dames, votre arbre généalogique, un bilan sanguin. Il y a des présidents qui nous ont monté là-dessus. Alors pourquoi pas, peut-être votre taux de cholestérol. Les citoyens ont peut-être le droit de savoir. Et puis, une enquête de voisinage aussi. Hein. Peut-être que ça intéressera les gens. Et puis une petite interro surprise pour vérifier que vous connaissez bien les cépages de la région, l'altitude du Honeck, et puis les affluents de l'île. Non, bref, c'est pas simple. J'ai un peu peur qu'on mette le doigt quand même dans un drôle d'engrenage. Hein. Je ne sais pas si les citoyens aujourd'hui ont une farouche volonté de connaître le patrimoine de leurs élus. Je pense qu'en tout cas, ils attendent sûrement peut-être deux choses, à la fois qu'ils soient exemplaires, genre pas comme à l'Assemblée cette nuit, et surtout qu'ils aient des résultats et qu'ils soient efficaces. C'est un peu comme les footballeurs en somme. Hein. Genre, on leur reprochera toujours, il y aura toujours des gens pour râler comme quand ils gagnent un peu trop d'argent, mais si Karim Benzema en prend plein la tronche aujourd'hui, c'est pas parce qu'un club espagnol lui verse un gros salaire, c'est parce qu'il marque plus de buts pour l'équipe de France. Non, alors qu'un attaquant qui marque un but par match, tout le monde l'adore sans se poser de questions. Alors c'est vrai, faire baisser le chômage, c'est peut-être un peu plus difficile encore que de marquer des buts contre l'Espagne, mais la transparence, attention quand même, hein, c'est un peu comme une vitre trop bien nettoyée, c'est là qu'on se prend le nez dans la baie vitrée. Alain Fontanel, est-ce qu'on peut se prendre le nez dans la baie vitrée avec ce genre d'histoire? Est-ce que vous avez le sentiment que vos administrés strasbourgeois s'intéressent foncièrement à ce que vous gagnez, est-ce que vous avez un livret A, est-ce que vous avez un Hummer, un 4x4, un vélo, une 4L?
Sincèrement, je ne crois pas. Mais en même temps, à partir du moment où le débat est sur la place publique, je pense qu'il est important d'être transparent, justement pour couper court aux rumeurs, aux a priori. Il faut que ça devienne une non-information. Au fond, on est le seul pays, avec la Slovénie en Europe, à ne pas avoir de transparence sur les patrimoines. C'est une réalité, c'est une spécificité française. Je pense qu'il est important de tourner la page de l'affaire Cahuzac et de reconstruire le débat, la confiance dans la vie politique. C'est une décision prise dans l'urgence ? Oui, très clairement, dans l'urgence, en réaction à une crise, à un mensonge terrible, qui est un mensonge d'abord du point de vue pénal, mais aussi du point de vue moral et du point de vue politique. Et donc, du coup, Esther Sittler, c'est une décision prise dans l'urgence. Est-ce que pour vous, UMP, c'est une décision juste et utile ? Moi, je ne la trouve pas injuste à partir du moment où tous les sénateurs et les députés nous déclarons notre patrimoine à notre entrée en fonction. La déclaration n'est pas synonyme de publication, mais notre déclaration est entre les mains du président du Sénat et à la sortie, à la fin de notre mandat, nous refaisons une déclaration et si nous enrichissons, si quelqu'un peut prouver, si nous enrichissions indûment et que ça soit étalé sur la place publique, ces déclarations à ce moment-là seraient rendues publiques. Et moi, je n'ai aucune crainte à ce que mes déclarations soient rendues publiques à condition qu'elles le soient pour tout le monde. Il y a aussi des journalistes en France qui défendent et font la politique, qui gagnent beaucoup d'argent. Pourquoi les Français n'ont pas le droit de savoir ce que eux gagnent ? Donc à partir du moment où la loi est votée, je veux bien déclarer mon patrimoine, mais je ne sais pas si ça apportera beaucoup aux Français et si ça permettra effectivement de réguler le chômage au mieux. Parce que moi je sais que ce que les Français attendent de nous, c'est que nous soyons auprès de nos chefs d'entreprise aujourd'hui, pour que nous voyions dans les entreprises ce que nous pourrions faire au niveau législatif pour que notre économie tourne mieux. Ça les intéresse peut-être plus que la déclaration de notre patrimoine. Jean-Marie Bettel, socialiste également, votre avis là-dessus ? Écoutez, moi je fais déjà confiance au fisc. Le fisc fait des contrôles réguliers et des contrôles notamment sur les successions, les patrimoines, qui me paraissent déjà importants. Mais ce que je voulais dire, oui à l'information, oui à une forme de transparence bien gérée, mais non au cinoche. Là, c'est pour toucher l'élu. 170 € découverts sur un compte de Laurent Fabius, par exemple. La 4L de je ne sais plus qui, le bateau de je ne sais pas quel ministre. Vous trouvez que ça, c'est... Non, faut... Parce que ça donne quoi comme image de la politique, finalement ? Ça, c'est une... J'allais dire... Il y a une image, et si elle est bien gérée, qui donne effectivement la réalité de ce que sont les élus, à part quelques exceptions qui ont du patrimoine et un gros patrimoine, les autres élus sont représentatifs en fait du pays, de la diversité des professions, des actions. Ça va du militantisme jusqu'aux chefs d'entreprise ou à des personnes qui effectivement ont du patrimoine familial. Vous connaissez Philippe Duvernois ? Non. Philippe Duvernois est conseiller municipal à Montbéliard. Il a posé à poil dans l'Est républicain. On voit la photo à l'image. Il ne veut pas étaler au grand jour sa fortune. On voit sa photo. Il est vraiment nu avec quelques billets de banque sur son sexe. Voilà, on arrive à ce genre de choses. Ça vous fait rire, Pascal ? Oui, vraiment. Ça me fait beaucoup rire et quelque part je trouve qu'il a raison parce que le problème est complètement dévié. Le vrai problème c'est l'immense fraude dont le peuple français a été victime, c'est la fraude de Cahuzac, c'est son mensonge sur son compte à Singapour, sur son compte en Suisse et c'est pas la richesse. Être riche, avoir du patrimoine, je trouve que c'est absolument pas un crime. On peut être riche, qu'on soit élu ou pas, être riche par le fruit de son travail, être riche par héritage. On voudrait tous hériter, que nos enfants puissent hériter de quelque chose, être riche aussi éventuellement par son conjoint, c'est pas ça le problème. Là, je trouve qu'on est derrière un écran de fumée. Le vrai problème, c'est la fraude, c'est ne pas participer à la solidarité nationale en ne payant pas son impôt, en mettant cette richesse à l'étranger. Et là, l'histoire de l'étalage du patrimoine, je trouve que c'est décaler le problème. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Fontanelle, de ça ? Moi, je pense qu'il y a deux débats. La transparence peut être utile, elle peut être nécessaire, mais c'est évidemment pas suffisant. Dans le cadre du
patrimoine des élus, ça a été dit, l'enjeu c'est combien vous aviez en début de mandat, combien vous avez en fin de mandat, et est-ce que ce sont vos revenus courants qui vous ont permis de progresser. Ce qui s'est passé avec les ministres, est-ce que demain on peut l'imaginer avec vous par exemple? Combien vous gagnez? Moi j'ai un patrimoine, j'ai déjà fait publier mon patrimoine, j'ai une maison que j'ai achetée avec mon épouse. Le rendu public, etc., tout l'étalage qu'on a vu ces dernières semaines. Oui, il faut le faire. Je l'ai fait à partir du moment où on me pose la question. Je ne pense pas que il faille être dans... Il y a une forme, il y a un caractère impudique aussi dans tout ça. C'est ce qu'a relevé Mathieu, un peu. Tout à fait. Ça touche à la vie de famille aussi, ça touche aux enfants, ça touche aux conjoints, ça touche à l'histoire, avec les parents, les relations qu'on a pu avoir, avec les héritages qu'on a pu ou pas avoir. Et je pense qu'il faut que tout ça soit maîtrisé. Mais le vrai enjeu aujourd'hui, c'est les contrôles. Il y a des déclarations de patrimoine, notamment pour les parlementaires. Mais l'organisme auprès duquel ces déclarations sont faites n'a pas les moyens, il ne contrôle pas. Quand un élu ne fait pas sa déclaration de patrimoine, il n'est pas sanctionné. Donc on voit bien qu'avant la transparence, il y a aussi un enjeu essentiel, c'est le contrôle. Mathieu. Vous disiez en introduction aussi que la France serait des seuls pays avec la Slovénie, si j'ai bien noté, à pas avoir ce type de mesures. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'en France il y a une espèce de tabou sur l'argent et que de toute façon tout est très mal interprété? En préparant l'émission, pareil, je vois Roland Ries aussi à Strasbourg a publié une partie de son patrimoine, en tout cas immobilier. Puis je voyais les commentaires en dessous, ah mais oui, mais s'il n'a que ça, je crois qu'il y a un petit appartement, une petite maison dans le centre de la France, s'il a que ça au bout de tant de carrière, c'est parce qu'il a mal géré. Comment est-ce qu'on peut lui confier les vies? On a l'impression que de toute façon, quoi que vous fassiez, ça sera mal interprété. Si vous êtes trop riche, c'est pas bien, et si vous n'en avez pas assez, c'est pas bien non plus. Alors déjà, dans ces déclarations de patrimoine, on peut quand même beaucoup mentir par omission. L'ami Edwy Plenel ne va pas enquêter avec ses limiers de Mediapart sur chacun d'entre nous. On peut aussi avoir donné en donation tout un immeuble à ses enfants et récupérer soi le montant des loyers. La possibilité du mensonge est absolument immense. Les notaires ont dû d'ailleurs beaucoup travailler ces derniers jours. Il y a cette possibilité-là et je trouve moi aussi que c'est extrêmement de toute façon impudique et tout est relatif. Être propriétaire de sa maison, d'une résidence secondaire, d'un bateau, pas d'un bateau, c'est pour quelques-uns de nos administrés, je suis élu d'un quartier très populaire, ça paraît énorme, ça paraît beaucoup de richesse. Et pour d'autres qui ont un bon standing, oh ben non, c'est pas beaucoup, c'est la moindre des choses. Nous tous ici, autour de cette table, on est sans doute de cette caisse, pardon. On est sans doute. Elle est célèbre cette caisse, toucher du bois. Que pour parler d'argent, être à la caisse, c'est vraiment une très très bonne idée, Monsieur Flores. Si on fait un petit tour de table, combien vous avez d'indemnités à la ville? J'ai 3 mandats. Je suis à la ville, à la communauté urbaine et dans l'opposition à la région. Ça me fait à peu près 4 500 €, dont on déduit la cotisation au parti politique. Ça fait à peu près 4 000 € net par mois. Pascal, conseillère générale. Non, juste un petit chiffre comme ça, après vous continuez. Alors moi, j'ai 2 400 € bruts comme conseillère générale et en net, ça fait à peu près 2 000 €, dont une grande partie, je suis prête à expliquer ici, est dépensée sur le terrain, dans les fêtes, dans les associations. Il ne reste pas grand-chose. En tombola, exactement. Jean-Marie Bottel. Moi, j'ai un mandat de maire et de vice-président de la communauté urbaine de Strasbourg. Je m'occupe en plus du funéraire, donc pour la caisse, ça va. Ça va. Vous l'avez ça va, elle est bonne. Du sapin. Je suis à 4 500, 4 600, quoi, par là. Patrimonialement, j'ai hérité familialement, quoi. Donc j'ai une belle voiture. C'est pas une française, c'est une européenne. Ça roule mieux que les françaises? En tant que parlementaire, 5 400 € net, mais je paye encore des impôts, hein, donc c'est pas net d'impôts. Et j'ai, en tant que maire, 1 000 €. Est-ce que tout ça, en temps de crise, quand vous allez voir vos administrés, ça choque? Est-ce que vous avez l'impression, Pascal, voilà, est-ce que ça choque plus qu'il y a quelques années? Mais non, si vous êtes proche de vos concitoyens, si vous leur parlez, s'il y a un dialogue, si vous prenez en compte les problèmes quotidiens, du chômage, du fric, des situations difficiles, il y a autre chose qui se passe. Moi, je tiens réellement à dire que je pense que nous devons, à différents niveaux, en termes de candidature pour des mandats importants, mais aussi des mandats de tête de liste de ville, faire un check-up. Le check-up, il doit être à la limite un check-up de santé. Heureusement, on se le fait personnellement pour savoir si on est bon. Mais aussi le check-up, j'allais dire, déclaratif. Mais pas... Vous êtes prêt à afficher, par exemple, le patrimoine de votre conseil municipal demain en mairie? Ce serait une idée? Esther dit non. Moi, je le ferai pas. Moi, je le ferai pas pour mes conseillers, quoi. Pourtant, les ministres le font. À moins qu'ils décident unanimement d'appliquer la mesure. Les ministres sont obligés de le faire. Est-ce que c'est le genre de choses qui peuvent vraiment descendre à l'échelon local?
Ce serait une bonne idée ou pas? C'est un élément du débat. D'ailleurs, nous, en tant qu'élus locaux, nous avons fait une déclaration de patrimoine, la même que celle des parlementaires, à une commission. Le problème, j'y reviens, c'est les moyens de cette commission. Est-ce que... De contrôler. Oui, il y a beaucoup d'élus en France et il y a peu de personnes dans cette commission. Mais si la réponse à tout ça, c'est il faut embaucher 50 ou 100 fonctionnaires pour contrôler les patrimoines des élus, je suis pas sûr que ça va satisfaire particulièrement les citoyens. Le vrai enjeu, c'est effectivement... Est-ce qu'un élu, il est globalement honnête? Il doit l'être. Et est-ce qu'il est sur le terrain? Est-ce qu'il répond aux attentes des citoyens? Est-ce qu'il se bat contre le fléau du chômage? C'est ça la préoccupation des gens. Est-ce qu'il cherche à améliorer le pouvoir d'achat des ménages? C'est ça la préoccupation. Est-ce qu'il y a des solutions pour les problèmes du logement? C'est ça qui est au cœur de vie des familles aujourd'hui. Donc ce que vous gagnez, finalement, ils s'en fichent. Ils s'en fichent si on est mobilisé pour résoudre leurs problèmes. Si on n'est pas mobilisé pour résoudre les problèmes, ou s'ils ont l'impression qu'on n'est pas assez mobilisé, eh bien peut-être qu'ils vont s'intéresser à d'autres questions. Alors, c'est là où il faut faire attention de ne pas créer faire cet étalage, et la question que je pose au début, est-ce que c'est du populisme? Moi, je pense que quand il y a une crise, il faut réagir. Je pense que c'était nécessaire pour les ministres qu'il y ait cette transparence compte tenu du choc. Il y a eu un vrai choc dans l'opinion publique. Par contre, ça ne doit pas être un écran de fumée qui masque les vrais problèmes et qui masque les vrais débats de la société. C'est un préalable, ce préalable est rempli. Il faut maintenant passer à autre chose et le débat public ne peut pas, et le débat médiatique ne peut pas rester sur ces questions-là parce que ça crée un climat délétère et ça détourne le débat, des vraies questions. Esther Sittler. Je suis entièrement d'accord avec vous, Monsieur Fontanelle. Le climat délétère existe parce que le rapport à l'argent des Français n'est pas comme dans d'autres pays. Le rapport de l'argent est malsain. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas ce que gagne mon fils, par exemple, et je me verrais mal placée de lui demander qu'est-ce que tu sais pas. On n'a pas ce climat de confiance. C'est culturel. C'est culturel. C'est culturel. D'autres pays où c'est beaucoup plus libre. Exactement. Alors, à partir de là, ça peut être délétère parce que les on-dit, un parlementaire embauche son mari, comme ça a été précisé dans la lettre anonyme, alors, comme chauffeur rémunéré. a reçu une lettre anonyme cette semaine, ça tombe bien qu'elle soit sur le plateau, elle a reçu une lettre anonyme cette semaine, on va en lire un, deux lignes, si vous êtes d'accord, oui. D'une personne qui vous interpelle directement sur votre patrimoine, avec justement votre revenu de maire, sénateur, retraite très confortable, de votre mari, plus son revenu de chauffeur de madame, donc votre mari, a priori, vous le payez pour qu'il vous trimballe un petit peu partout. Alors madame le sénateur, respectez l'ordre du président, sinon honte à vous. Voilà, c'est signé, limite une croix. Il y avait certainement un chauffeur dans le besoin, là, à la place de votre mari. Oui, ben voilà ce que monsieur disait tout à l'heure, et ce que vous aussi vous disiez, le climat délétère. Et donc, il faut que je précise qu'aucun sénateur, ni député de base, tel que je le suis, n'a un chauffeur attitré qu'on puisse rémunérer. Est-ce que vous payez votre mari pour qui vous trimballe acheter la baguette au Super U d'à côté? C'est moi qui suis venue avec ma 307 achetée en 2005, qui est garée parking Broglie, donc je vais payer la place de stationnement. Le sénateur paye son parking. Exactement, et c'est pas le Sénat qui me le rembourse, et c'est mon mari qui travaille à la maison, il est en train de tondre la pelousa. Voilà. Donc aucun sénateur n'a de chauffeur attitré. Par contre, le mari, parfois, quand son épouse est fatiguée et que les distances sont éloignées, parce qu'un sénateur est élu d'un département, donc les distances peuvent être longues en soirée, parfois mon mari me reçoit gentiment, par amour, ce service de me servir de chauffeur non rémunéré. Pascal Jordan-Pfeiffer, ce climat délétère, est-ce que vous le sentez aussi? Est-ce que vous vous sentez observé? Alors, vous l'avez vu, même là en plateau, on en rigole un petit peu, mais d'une certaine manière, comment on peut prendre un politique au sérieux aujourd'hui? Alors ça fait plus de 10 ans que j'exerce des mandats locaux et effectivement au début du mandat il y avait une certaine suspicion et au fil du temps, comme le disait Monsieur Fontanelle, à force d'être présente, d'être très à l'écoute et d'agir, ce climat a diminué, ce climat a même tout à fait disparu. Par contre, avec tout ce qui se passe en ce moment, cette grande lessive, là, ce grand débat-là, j'ai été taquinée amicalement dans une association. Alors vous allez aussi donner l'intégration
l'intégralité de votre patrimoine, dire ce que vous gagnez, ha ha ha, et rigoler en levant leur bière. C'était gentil, mais la question était là quand même, alors qu'elle n'avait absolument pas. Si on me pose la question comme ça en direct, oui, mais tout est relatif. Il y a beaucoup de gens pauvres dans mon quartier. Moi, je trouve que je ne suis pas riche, mais si je parle en toute franchise de ce que j'ai, donc je répète, je trouve que c'est vraiment pas grand-chose. Ça ressemble un peu à Fabienne Keller, même un peu moins. Mais eux, certains trouveront déjà que c'est beaucoup et que je suis riche et ça peut créer de la jalousie. C'est pour ça que je trouve que ce climat de transparence excessive fait qu'effectivement, on va se prendre les pieds dans le tapis et se cogner contre la vitre et susciter des envies chez des personnes qui appréciaient simplement votre travail, mais que tout d'un coup, vous considérez que vous êtes riche. J'ai quand même des personnes âgées qui ont 400-500 euros par mois pour vivre dans mon quartier. Il y en a beaucoup. Alors moi, avec ma demi-maison, même si la moitié appartient à la banque, eh bien, ils pourront se dire, elle en a de l'argent. Je trouve que c'est idiot. C'est vraiment appuyer là où ça peut faire mal, susciter l'envie, la jalousie. Je suis pas du tout d'accord. Je répondrai franchement, mais j'irai jamais jeter l'information au devant du public, à moins d'y être obligé. Mathieu? Vous représentez tous les quatre des partis qui ont parfois un peu de mal à trouver des candidats aussi, genre que ce soit le PS dans certaines zones rurales. Il y a certaines villes où tout le monde veut y aller, mais dans certaines zones rurales, c'est ça. Dans certaines zones rurales, le PS a du mal, par exemple. L'UMP a souvent du mal à trouver des femmes, notamment avec les histoires de parité. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi que ça détourne encore un petit peu plus les vocations, ceux qui voudraient se lancer en politique et puis qui voient tout ça arriver en se disant, oulala, mais alors déjà, j'ai même pas encore mis un pied dedans, qu'il faut déjà que je déballe. Jean-Marie Bottal. Vous avez raison. Moi, je pratique, la discussion dans une commune qui est quand même à une dimension à 12 000 habitants. On peut être dans une dimension de contact intéressant. Je dis quotidiennement, quand je dis quotidiennement, quand je rencontre du monde qui est intéressé, des jeunes qui ont envie de s'investir, pas de faire du militantisme, de prendre des responsabilités publiques. Et la responsabilité publique, c'est quoi? C'est effectivement d'abord avoir une idée sur le fonctionnement de sa ville, émettre des avis et faire en sorte que ça puisse bouger, quoi. Et je crois que là, c'est important. Et je suis souvent surpris de voir, effectivement, ici, l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, dire « Ah oui, mais franchement, c'est pas simple, on n'a pas d'idée comme ça, on peut pas, etc. » Et c'est trop prenant, quoi. Je dis non, c'est pas prenant. C'est à 150% sans doute, mais c'est un investissement, j'allais dire, qui est tellement diversifié. On agit dans tous les domaines, on appréhende toutes les questions de la vie quotidienne. C'est super. Et ce message, il passe. Alain Fontanel, on a parlé de transparence, vous avez parlé de contrôle, il faut l'améliorer. Je pense qu'ici, tout le monde autour de cette caisse est d'accord. Au lieu de faire cette annonce, est-ce qu'il n'aurait mieux pas valu, par exemple, je pense aux réserves parlementaires, très sombres. Un député reçoit de l'argent, en plus de son indemnité, on ne sait pas trop où ça va. Les sénateurs, d'une certaine manière, reçoivent à peu près la même chose. On dit retraite doublée, avantage chauffeur. Est-ce qu'il ne fallait pas taper là-dessus pour assainir en même temps les comptes, plutôt que, comme vous l'avez dit, éviter l'écran de fumée? Je crois que si on dit ça, le risque c'est d'avoir un autre écran de fumée, au lieu de l'avoir sur les membres du gouvernement, de l'avoir sur les sénateurs. Là aussi, je crois que 99%, 95% des sénateurs, comme d'ailleurs, ou des parlementaires, comme dans le reste de la vie publique, les gens sont honnêtes. A priori, il n'y a pas de concentration de malhonnêteté dans la vie publique, pas plus que chez les magistrats, pas plus que chez les commerçants ou chez les artisans. C'est réparti de manière homogène. Et pourtant, il y a un récent sondage qui dit que 55 ou 65% des Français sont persuadés que vous êtes tous corrompus. Mais ils n'ont pas plus confiance dans leurs garagistes en même temps, donc l'un dans l'autre. Je pense que assez raison. Garagistes, députés, même boulot. Et journalistes, parce que dans la même enquête, ceux en qui ils ont encore moins confiance, c'est les journalistes. On voit bien qu'il y a tout fout le camp dans ce pays. Exactement. Il y a une crise de confiance dans tout ce qui représente, tout ce qui est représentation, tout ce qui est ce que l'on dit de manière impropre, la France d'en haut. Et on voit bien qu'il y a un enjeu de garder le contact, d'être sur le terrain et de pouvoir répondre aux attentes des gens. Mais encore une fois, vous pouvez faire toute la transparence que vous voulez. Et je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont nécessaires et que face à une crise, il fallait répondre. Mais vous pouvez faire toute la transparence que vous voulez. Tant que le chômage augmente, les gens seront mécontents et c'est légitime. On touche à leur quotidien de vie, il faut pouvoir trouver des réponses concrètes. Esther, est-ce que ça va être en sujet de campagne sénatoriale, municipale, bientôt, cantonale? Est-ce que maintenant, cette histoire de transparence, d'éthique politique, combien vous gagnez, vous me représentez, vous avez quoi? Est-ce que vous allez devoir étaler ça à chaque kermesse, chaque bal populaire, etc.
Tout dépend de la loi que le président va nous présenter. Hein. Si la loi était votée par le Sénat et par l'Assemblée nationale, ou par l'Assemblée nationale et le Sénat, bien sûr je m'y soumettrai, mais ça ne doit surtout pas être un élément de campagne. Parce que toutes les personnes autour de cette caisse le répètent, c'est le chômage qui préoccupe nos compatriotes et nos habitants de nos territoires, et c'est la précarité, c'est le logement, c'est l'avenir de leurs jeunes, de leurs enfants. Quel avenir réservons-nous à la jeunesse de cette belle France? Voilà, c'est de ça qu'il faut parler, et pas du patrimoine. Le patrimoine, si la loi m'oblige à le faire, je le ferai. Moi, je n'ai rien à cacher. Henri Schneider à Chili qui avait dit pareil. Par contre, Philippe Biss a dit mais non, tant qu'on ne m'y obligera pas, je ne le ferai pas, je ne le rends pas public, parce que je trouve que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas ce qu'attendent les habitants de mon village, ni les habitants du département. Merci de votre transparence ce soir, de nous avoir livré quelques chiffres et votre point de vue sur ce dossier très chaud, Mathieu, sur cette éthique politique qu'on tente de retrouver un petit peu en France. Je vous rappelle ce sondage, plus de la moitié d'entre vous, quasiment 60%, vous pensez que les politiques et les journalistes et les garagistes sont tous corrompus.